Le traité CETA entre l'Europe et le Canada, il a fait la une cette semaine de l'actualité avec le refus de la Wallonie belge de ratifier cet accord. Une nouvelle proposition de texte a été faite hier par les Belges et les 5 parlements ont jusqu'à ce soir minuit pour présenter ce texte à l'Union européenne. Marie-France Cano, ce nouveau texte belge, est-ce que il vous convient ? Alors, le nouveau texte présente un certain nombre d'avancées et de corrections des problèmes posés par le CETA. On va y revenir, tout à fait significatifs. Jean-Christophe ? Oui, je crois qu'il est un peu prématuré de juger du nouveau texte compte tenu de la complexité de ce dossier. Dans un premier temps, certains opposants au TAFTA craignaient que ce nouveau texte ne concerne que les Belges. Alors là, c'est le CETA. Le nouveau texte du CETA ne concerne que les Belges. Dans un deuxième temps, apparemment, ce texte est un document d'interprétation du CETA qui devrait donc être approuvé par les 27 États membres et par le Canada, ce qui amène un report de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des décisions. Christian Bideau. Je crois qu'il faudrait d'abord faire œuvre pédagogique. Quelle est la différence entre le TAFTA et le CETA? Ça s'adresse d'un côté aux États-Unis, de l'autre côté au Canada. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les deux accords, madame? Alors, la philosophie des textes est rigoureusement la même. Dans les deux cas, il s'agit de mettre le retour sur investissement, la protection de l'investissement comme valeur suprême qui surplombe l'intérêt des États, l'intérêt collectif. La philosophie des deux textes est la même. Alors ces traités, ce sont des traités de libre-échange et finalement on pourrait se réjouir finalement d'avoir de grands marchés qui s'ouvrent d'une part entre l'Europe et le Canada et de l'autre entre l'Europe et les États-Unis. Pourquoi ça ne vous convient pas à vous au sein de vos collectifs respectifs? Enfin, comme beaucoup l'ont déjà dit, l'ensemble de ces accords de libre-échange que l'on désigne par l'acronyme ALE, que ce soit le TAFTA, donc qui concerne l'Union européenne et les États-Unis, le CETA, l'Union européenne et le Canada, ou le TISA qui va concerner les principaux pays du monde au niveau de l'accord sur les services. On peut ajouter à cela le traité transpacifique qui a été signé, qui n'est pas encore ratifié entre les États-Unis et les principaux pays du Pacifique. On peut également ajouter l'accord avec l'Afrique qui s'appelle APE. Tous ces accords de libre-échange ont un seul but, c'est transférer les pouvoirs des États, donc des citoyens, aux multinationales pour décider de notre futur, de notre avenir. Quelque part, c'est la remise en cause de la démocratie. Si ces accords sont signés en l'état, c'est la mort de la démocratie. Pourquoi ? Parce que ce sont les multinationales qui légiféreront et non plus le peuple à travers ses élus. Pour bien comprendre, en fait, les échanges existent déjà entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et le Canada. Donc, qu'est-ce qui va s'ajouter à ces échanges? Ce sont, comme vous dites aujourd'hui, demain, les entreprises qui vont décider, plus que les États? C'est un peu caricatural, non? Oui, non, mais c'est quand même la réalité. Les États auront la possibilité d'attaquer les multinationales auront la possibilité d'attaquer les États qui promulgueront des lois qui gêneront leurs intérêts et leur retour sur investissement. Est-ce que vous avez des exemples en tête pour qu'on comprenne bien? Oui, par exemple, en vertu d'un accord de libre-échange préexistant, la société Philip Morris a attaqué l'Uruguay pour la... Comment? Philip Morris, le cigaretier, a attaqué l'Uruguay parce que l'Uruguay avait promulgué des lois pour protéger sa population du tabagisme, lois rigoureusement conformes aux recommandations de l'OMS. Philip Morris a attaqué l'Uruguay en réclamant des dommages et intérêts. Et a obtenu gain de cause? Oui. Les dommages et intérêts sont faramineux, les frais de procédure aussi. Donc c'est aussi non seulement une arme pour faire plier les États, mais aussi une arme de dissuasion. Parce qu'il est clair que nos États, qui sont tous endettés, hésiteront à promouvoir des lois pour protéger l'environnement, ou la santé publique, ou le droit social, en fonction du montant exorbitant de ces dommages. Un autre exemple, la République tchèque
a été condamné à verser des dommages et intérêts à Estée Lauder, le montant de ces dommages et intérêts était équivalent au budget annuel de la santé en République tchèque. Alors, s'inscrit en faux un article que j'ai lu ce matin de Jean Quatremer dans Libération qui dit que le CETA sera accompagné d'un instrument interprétatif qui pèsera autant que le traité lui-même et qui interdit au traité de remettre en cause le droit à légiférer pour les États. Est-ce que c'est exact ou pas? C'est effectivement ce que nous devons suivre, qui n'est pas encore très précis. Effectivement, comme je vous le disais, il s'agit bien d'un document interprétatif du CETA qui doit être approuvé par l'ensemble des 27 États et ensuite par le Canada. Le Parlement wallon a effectivement obtenu, mais cela reste à confirmer, la suppression de ce mécanisme privé d'arbitrage des litiges entre les multinationales et les États, mais tout cela doit être consolidé et confirmé avant de crier victoire. Il y a d'autres points également que le Parlement wallon a obtenus en ce qui concerne la protection de l'environnement, la protection de la culture et des services publics. Tout ça restant, c'est trop frais si je puis dire. Toutes ces nouvelles dates d'hier et de ce matin, c'est trop frais pour statuer définitivement sur le retour en arrière de l'Union européenne et du Canada. Il faut attendre que ces négociations aient lieu. En fait, le processus est encore très long puisqu'il faudra attendre l'accord des parlements belges, puis des parlements des 28. Donc on n'en est pas encore à la signature réelle. Alors, il y avait là aussi, au propos du CETA, un déni de démocratie assez grave, puisque la Commission européenne, avant l'opposition des Wallons, envisageait de mettre ce traité en application à partir du moment où les 27 chefs d'État auraient ratifié le Conseil européen et le Parlement européen, mais sans attendre la ratification par les parlements nationaux, ce qui est tout de même assez choquant. Oui, ce qui vous choque vous, mais est-ce que l'Europe peut raisonnablement fonctionner en demandant à chaque fois, alors vous allez me dire que ce sont des accords importants bien sûr, mais en demandant à chaque fois l'avis des parlements européens et des 5 parlements belges? Est-ce que c'est bien raisonnable ce fonctionnement? Alors je crois que ce qui n'est pas raisonnable du tout, c'est de décider du futur des Européens sans leur demander leur avis. Il ne s'agit pas que de traités de commerce. Ces traités remettent en cause le droit des peuples dans le domaine de la santé publique, dans le domaine des services publics, dans le domaine de la protection de l'environnement. Il est honteux que ces textes aient été négociés dans la plus parfaite opacité et sans aucune consultation des peuples concernés. Il y a d'autres articles de ces 2 traités qui vous posent problème. Est-ce que vous pouvez les développer un petit peu, Jean-Christophe Belloir? Un des premiers articles concerne la liste négative jusqu'à présent dans les traités internationaux. Les domaines, ces traités stipulaient les domaines qui étaient régis par le traité. Par exemple, l'eau, l'éducation. C'était par secteur. Aujourd'hui, dans la nouvelle génération de traités que sont le TAFTA, le CETA, le TISA, etc., ils procéderont par liste négative, c'est-à-dire que les États devront stipuler dès le départ les domaines qui ne seront pas régis par ces traités, et ensuite tous les autres domaines, tout ce qui pourrait apparaître comme nouveaux produits, comme nouveaux services dans le futur, seront régis par ces traités. Ce sera automatique. Donc ça sera automatique, donc c'est un grand danger. L'autre aspect, c'est que toutes les décisions prises seront définitives. C'est ce que l'on appelle l'aspect cliqué. À savoir que si dans le traité il est convenu que l'eau soit privatisée, aucun pays ne pourra revenir en arrière, même s'il semblerait que, là encore, la Belgique, au niveau du CETA, ait obtenu une exception si, par exemple, un État ou une commune a, dans les 5 années précédant la signature du traité, gérer l'eau au niveau d'une régie publique, par exemple, ils pourront alors s'exempter de la privatisation de l'eau pour leur pays. Ça veut dire que chaque pays peut avoir sa propre liste d'exceptions ? La liste d'exceptions, chaque pays, effectivement, au départ du traité, avant sa signature, doit émettre sa liste
d'exception, et ensuite, tous les autres domaines seront régis par le traité. Alors, quels sont les domaines d'exception pour la France? Les domaines d'exception pour la France, dans le détail, je vous avouerai que je ne les ai pas en tête. C'est à préciser. Désolé. Parce qu'on pense à la culture, notamment, Marie-France Cano. On a une exception culturelle en France. Est-ce qu'elle peut être menacée par ces traités? Bien sûr. De toute façon, même s'il y a au départ des exceptions, les traités contiennent un encouragement à poursuivre les négociations avec un mécanisme qu'on appelle la coopération réglementaire et une obligation de consulter toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que dans le futur, il n'y aurait aucune réglementation dans quelque domaine que ce soit qui serait prise sans qu'il y ait eu une consultation préalable des entreprises du secteur. Une petite entité belge de 3,8 millions d'habitants comme la Wallonie qui peut bloquer un accord international, est-ce que c'est pas, comme le dit Arnaud Montebourg, une rébellion citoyenne, la montée d'une rébellion citoyenne en Europe plus largement? Il y a effectivement un certain nombre de bons esprits qui ont mis en avant la taille de la Wallonie et comment une telle... Oui, c'est vrai que c'est 3 millions, la Wallonie. Comment 3 millions? Mais ce que fait remarquer Génard, là, qui est un opposant farouche à tous ces traités, la Lituanie, qui est un pays dans son intégralité, comporte à peine 3 millions d'habitants, la Slovénie, à peine 2 millions, la Lettonie, à peine 2 millions, Chypre, donc il y a d'autres petits pays. 850 000, le Luxembourg, donc Malte, et tous ces pays font partie, doivent donner leur accord pour que ce traité aboutisse. Donc qu'une province de la Belgique qui représente 3,5 millions d'habitants s'y oppose est tout à fait logique. Mais est-ce que ce n'est pas un délitement des institutions européennes qui est en train de monter? On l'a vu à propos du Brexit, on l'a vu à propos des réfugiés, il n'y a plus de décision européenne. Je crois surtout que cela met en lumière un problème de notre vie politique en général en Europe. La Wallonie a d'abord et avant tout donné une leçon de démocratie à toute l'Europe. Le Parlement wallon travaille sur ces traités depuis fort longtemps. Il avait voté pour la première fois en mai 2015. Et avant de voter, ils ont étudié les textes disponibles, ils ont procédé à des auditions, ils ont fait un travail d'analyse approfondie. Le texte d'ailleurs qui a été rédigé en très peu de temps et sur lequel la Belgique est en train d'essayer de se mettre d'accord, montre à quel point le Parlement wallon possède le sujet, le connaît, le maîtrise. Il aurait fallu que les parlementaires de tous les pays fassent le même type d'analyse et de travail. Il y a une méconnaissance de ces traités globalement qui est dramatique. Alors il y a aussi, je le disais en introduction à cette émission, une contestation européenne et notamment une pétition qui a déjà recueilli plus d'1 million de signatures puisque c'est plus de 3 millions. C'est le plancher pour que ce soit recevable. Où est-ce qu'elle en est cette pétition? L'Europe n'a pas pris cette pétition en compte malgré le nombre de signatures avec un argument juridique que je n'ai plus en tête mais qui était assez spécieux. La contestation monte dans de nombreux pays. Elle est extrêmement violente en Allemagne, en Belgique. En France, elle a été tout à fait active, mais il y avait beaucoup moins de gens informés que chez nos voisins. Et les politiques françaises, qui soutient cette pétition, justement? Les Verts, Alors les Verts, depuis le départ, sont contre ces traités. Oui. Au niveau du Parlement européen, ils ont toujours manifesté leur opposition, mais ce ne sont pas les seuls, n'est-ce pas, Jean-Christophe? Non, chez les Verts, le représentant le plus saignant en termes de contestation de ces traités, c'est Yannick Jadot, qui est... mais il n'y a pas que lui. Qui sera sans doute le candidat des Verts à la peut-être sans doute, pardon. Mais il n'y a pas au niveau des politiques que les Verts. À droite, vous avez Henri Guénaud qui est vent debout contre cet accord. Pour les mêmes raisons pour les mêmes raisons qu'à l'époque, le général de Gaulle était contre ces accords. Il considérait que si on était, à un moment, si ces accords nous désavantageaient, on devait pouvoir sortir librement de ces accords. C'est ce que demande aujourd'hui la Cour de Karlsruhe en Allemagne. Il y a eu une plainte déposée par 150 000 citoyens allemands. C'est la plus grosse plainte qui a été déposée à la Cour de Karlsruhe, Cour constitutionnelle, qui a les pleins pouvoirs en Allemagne depuis la guerre.
Et la Cour de Karlsruhe considère qu'il n'est pas constitutionnel que des entreprises puissent décider, et elle considère que l'Allemagne doit pouvoir unilatéralement décider de sortir de ces traités si ces traités sont nuisibles au peuple allemand. Revenons en France, c'est vrai que c'est surtout le Front National qui porte cette opposition au TAFTA et au CETA actuellement. Comment vous l'expliquez ? Non, mais je crois que le Front National, c'est à peu près le même discours que celui de Trump aux États-Unis. Hein, on est dans le populisme, mais il n'y a rien... Et le protectionnisme, vous diriez ? C'est un argument de campagne pour récolter des voix, mais il n'y a pas de résistance construite, structurée, fondée au niveau du Front National. À droite, par contre, vous avez des gens comme Jean Arthuis qui, depuis plus de 3 ans, dénonce donc de l'UDI, donc du centre, dénonce ces traités et dit que ces traités doivent être totalement abandonnés, non pas aménagés, mais totalement. Bon, au-delà des politiques, il y a une résistance citoyenne forte. Malheureusement, en France, cette résistance est encore faible, à nous de la développer, par rapport à des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche et d'autres pays. Mais à contrario, le PS et les Républicains, qui sont les partis de pouvoir, eux, sont favorables. On l'a vu avec Manuel Valls quand il a rencontré le Premier ministre canadien. Et pour compléter ce que dit Sophie, un vert européen comme Philippe Lambert dit que les accords de libre-échange doivent être de la compétence fédérale. C'est aussi... Philippe Lambert, en Belgique, oui, est un opposant farouche à ces traités. Oui, mais il est vert. Farouche à ces traités. Il n'en veut pas, dans leur totalité. Certes, Philippe mais Lambert. il dit que c'est de la compétence quand même des autorités fédérales de signer ce genre d'accord. Non, Il y a quand même depuis... un Parlement européen qui est élu par les citoyens, il a son mot à dire. Je ne comprends pas comment vous gommez les élus représentatifs des pays. Alors, il faut savoir que les parlementaires européens ont été très peu informés de ces négociations. Non, je suis désolée, ils n'ont eu que les informations que leur a données la Commission. Ils peuvent travailler quand même. Ils n'avaient pas accès à la totalité des textes négociés. Quelles seront les conséquences? Alors, on a oublié de préciser qu'il y avait on a déjà le recul sur un traité, on n'en a pas parlé, c'est l'ALENA, c'est le traité entre les États-Unis et le Mexique, on a à peu près un recul. Et le Canada. Et le Canada, on a un recul de combien d'années sur ces traités, Marie-France Cano? 20 ans. 20 ans, alors qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Que ça n'a pas été une réussite pour les peuples. Au Mexique, il y a eu 3500 usines de montage d'industries souvent polluantes. Et les salaires, ils sont 6 à 10 fois moins importants qu'aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment à cause du traité? Et ça, c'est vraiment une conséquence du traité. Et d'autre part, le Mexique, qui était exportateur de maïs, est devenu importateur. Aux États-Unis, manifestement, c'est la raison pour laquelle le salaire a continué à stagner, qu'il n'y a plus eu de progression. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est devenu un argument majeur dans la campagne présidentielle. Trump s'est prononcé contre ces traités, Bernie Sanders aussi, c'est ce qui a poussé Hillary Clinton, pour des raisons majoritairement électorales, à se prononcer également contre, alors que c'est son mari qui a lancé tous ces traités. Donc vous dites les peuples sont gagnants dans tous les cas? Les peuples sont perdants dans tous les cas. Et quels sont les secteurs en France qui pourraient effectivement être les grands perdants de tels accords? Moi, je pense que les agriculteurs, alors on a à l'heure actuelle 2 suicides par jour d'agriculteurs. Ouais. Si on supprime la totalité des droits de douane, je vous laisse imaginer la catastrophe humaine que cela représentera. Alors pourquoi? Parce que le marché sera inondé de produits venant de l'extérieur? Absolument. Donc ça, c'est quand même un énorme problème. C'est pas le seul. Moi, je pense qu'il va y avoir un drame au niveau des PME. Parce qu'on va faire un grand marché, ça veut dire que les mêmes produits seront vendus des deux côtés, ça va permettre aux multinationales de faire des économies d'échelle. On sait bien qu'en général, ça suppose des licenciements. Mais aujourd'hui, en Europe, 75 à 80% des emplois sont donnés par les PME. Or, les PME européennes, vous en avez 2% qui exportent aux États-Unis. La proportion pour le Canada est peut-être un peu supérieure, mais guère plus. C'est elles qui vont bénéficier de ces accords. Pour les autres, qui sont surtout dans le commerce intra-européen,
elles vont être confrontées à une concurrence augmentée des firmes d'outre-Atlantique. Les appellations contrôlées, c'est toujours en jeu dans C'est ces toujours en traités, jeu. c'est-à-dire qu'on veut les supprimer aux États-Unis et au Canada, pour faire simple. Pour faire simple, on veut reconnaître dans les appellations contrôlées européennes un tout petit nombre. C'est ça. Autre domaine, vous le disiez en début d'émission, l'environnement. Quels sont les risques? Le risque, c'est qu'en donnant le pouvoir aux multinationales pour légiférer, pour établir les nouvelles lois, elles vont pouvoir protéger leurs profits, leur développement, leurs investissements, mais cela ne va pas du tout dans le sens de la protection de l'environnement. Un exemple récent que l'on peut considérer, on a tous entendu parler ces derniers jours de la mortalité liée à la pollution atmosphérique. Pollution atmosphérique dont une bonne partie est liée à la pollution de l'automobile avec les particules fines et autres NOx, les oxydes d'azote. Demain, lorsque les Volkswagen, les Ford, les Renault, les Toyota seront à même d'établir elles-mêmes les normes, il n'y aura plus de limite si seul le profit compte. Aujourd'hui, hier soir, un des présidentiables le rappelait à la télévision, c'est 40... François Fillon. Noël Mamère le rappelait à François Fillon, c'est 48 000 morts par an en France, la pollution atmosphérique. C'est plus de 1600 milliards de coûts dans le monde qui a été évalué. Donc nous sommes, avec ce type de traité, nous allons continuer de plus belle à polluer, à empoisonner les consommateurs. Même chose dans le domaine de perturbateurs endocriniens où tout le monde nous annonce une catastrophe. Alors, 30 secondes de conclusion chacun, puisque malheureusement cette émission touche à sa fin. Il faut une abrogation des traités ou sont-ils encore aménageables selon vous, Marie-France Canet? Moi, je crois surtout qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des parlementaires nationaux, des citoyens en général, de l'importance des enjeux, qu'il y ait un vrai débat public. C'est trop important pour laisser ça à quelques commissaires européens. Jean-Christophe Belloir. Je crois qu'il faut écouter ce que les politiques, lorsqu'ils existaient encore, nous ont dit. On peut citer Salvatore Allende qui, à l'Assemblée générale de l'ONU en 1972, nous disait « Nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, par des organisations globales. » Donc la conclusion, c'est qu'il faut absolument demander l'arrêt total de ces traités de libre-échange.